C'est bon? Bon, je recommence. Vous couperez au montage le petit couac. Alors bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bienvenue pour cette deuxième journée de ce colloque organisé par la Société des Antiquaires de Picardie, l'Art déco dans la Somme de 1919 à 1939. Alors, merci bien sûr aux organisateurs, merci de m'avoir confié la présidence pour cette matinée, et matinée durant laquelle nous allons entendre quatre conférences, vous le verrez, très amiénoises, que je vous présenterai dans un instant. Mais avant ça, je veux quand même vous annoncer que nous organisons cette deuxième journée dans ce lieu assez extraordinaire et que les organisateurs nous ont réservé une petite surprise. Très théâtrale. Alors, mesurez votre chance, parce qu'apparemment, ça fait 30 ans que personne n'a pu faire ce que vous venez de faire, hein, donc c'est quand même assez extraordinaire. Donc je reviens au programme de la matinée. Nous allons d'abord entendre une communication de Romain Zécher, qui est directeur du pôle patrimoine à Abbeville et qui va nous parler donc de l'exposition nationale d'ameublement dite Foyer retrouvé à Amiens, qui s'est tenue entre juin et novembre 1919. Et donc Romain, je te laisse la parole pour 25 minutes. Merci François. Bonjour à toutes et à toutes. Je vous invite à me suivre dans les coulisses d'une exposition qui se voulait d'envergure nationale et qui s'est déroulée non pas à Paris en 1925, mais à Amiens en 1919. En effet, avant de voir la consécration de l'Art déco dont nous célébrons le centenaire, le contexte post-Première Guerre mondiale fut un terreau fertile pour refonder les principes architecturaux et d'ameublement. Toutefois, loin de s'engouffrer dans un nouveau courant artistique, les autorités se préoccupèrent des sinistrés qui cherchaient rapidement à se reloger et à se remeubler suite aux destructions massives que connut notre département, entre autres. Il est nécessaire de rappeler que la première reconstruction n'a pas connu la même réglementation que la seconde reconstruction, post-Seconde Guerre mondiale, durant laquelle l'État fut bien plus présent en imposant notamment le remembrement des parcelles, ce qui modifiera en profondeur, vous le savez, la physionomie des villes touchées, à l'instar d'Abbeville et d'Amiens. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, chaque propriétaire pouvait ainsi reconstruire sur sa parcelle ce qu'il voulait, en quelque sorte, et parfois avec les mêmes inconvénients qu'avant-guerre. En témoignent les parcelles en lames de plancher. Je pense au quartier de la Gare d'Abbeville, pour ne citer que celui-ci. Concernant le mobilier, de nombreux sinistrés avaient tout perdu. Il n'y eut pas non plus de commande de l'État aux ensembliers ou designers, si l'on veut utiliser un terme plus contemporain, contrairement à ce qui sera organisé par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme à la fin des années 40 via les commandes passées à René Gabriel notamment. Dans ce contexte, comment les sinistrés de 14-18 purent-ils trouver de quoi se meubler ou même se loger provisoirement? Ont-ils dû arpenter les boutiques de marchands proposant des articles de seconde main ou eurent-ils des propositions de produits neufs, même si une partie des outils de production n'était pas encore en mesure de répondre à la demande? Une initiative locale tenta de répondre à cette situation. Et c'est au préfet du département de la Somme que l'on doit un projet d'exposition originale qui fit date et qui eut pour conséquence une réouverture tardive du musée de Picardie. Après avoir rappelé le sort réservé aux collections du musée, et notamment les œuvres de Puvis-de-Chavannes, nous étudierons ensemble l'organisation de l'exposition nationale d'ameublement avant de l'explorer grâce à un ensemble iconographique d'époque. Alors, je ne reviendrai pas ici sur l'évacuation et la protection des œuvres du musée de Picardie pendant la Première Guerre mondiale. Je rappellerai simplement que le musée ne sort pas indemne du conflit. Non seulement un de ses pavillons d'angle qui abritait la collection de dessins de Dutoit fut gravement endommagé, mais toutes les verrières et les vitres des baies explosèrent en raison des déflagrations liées au bombardement qu'Amiens essuya notamment en 1918. En parallèle de l'évacuation des œuvres vers les dépôts du couvent des Cordeliers d'Abbeville, de la chapelle des Jésuites II, du château de Martainville en Seine-Maritime, les toiles monumentales du peintre Puvis-de-Chavannes furent décollées des murs sur lesquels elles étaient marouflées, puis envoyées dans le Loir-et-Cher. À partir de 1918, l'ensemble de ces œuvres fut entièrement restauré dans leur dépôt de Blois. Et vous les voyez ici donc, au château de Blois, dans la salle des États généraux.
Celui-ci ne faisait pas partie initialement des lieux mis à disposition du lieutenant Sabaté, l'officier en charge de la protection des œuvres d'art du Front Nord, mais au vu des dimensions importantes de ces œuvres, il fallait trouver de vastes espaces afin de ne pas les laisser rouler trop longtemps. C'est ainsi que le lieutenant et son chef d'équipe portèrent les toiles au château de Blois, dont certaines salles avaient été réquisitionnées, aux grandes dames, il faut bien le dire, du maire de la ville. En effet, M. Bouet, maire de Blois, avait accepté le fait que quelques salles seulement de l'aile Gaston d'Orléans fussent mises à disposition du service de protection des œuvres d'art afin d'y entreposer différentes caisses. Cependant, une fois le conflit terminé, le maire souhaita récupérer pour l'usage de la commune l'ensemble de ces espaces qui servaient d'ordinaire pour les remises de prix, fêtes et banquets. Or, en 1919, les œuvres d'art n'étaient pas encore retournées dans leur lieu de conservation d'origine. La patience du premier magistrat disparut petit à petit et il exigea, le 21 mai 1919, dans une lettre adressée au préfet du Loir-et-Cher, que l'on déplaçât les caisses restantes dans d'autres espaces du château. L'architecte en chef des monuments historiques fut convoqué par le maire de la ville au château afin de visiter le dépôt et de trouver rapidement une solution. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entrevue ne se passa pas comme il pouvait l'espérer. Le maire fit observer que le château était une propriété communale et qu'il était donc le maître. Ce à quoi la préfecture lui répondra que c'est l'État qui a financé les travaux de restauration de l'édifice devant l'inaction de la mairie. À la fin du rendez-vous, le maire annonça qu'il écrirait au ministre des Beaux-Arts afin de récupérer la totalité des espaces occupés par les œuvres d'art, y compris la salle des États généraux. Finalement, les Puvis de Chavannes restèrent à Blois jusqu'en 1922, car le musée de Picardie ne pouvait les recevoir plus tôt. Le bâtiment n'était pas restauré et on ne pouvait y réinstaller les toiles avant la fin des travaux. Le maire de Blois n'eut d'autre recours que d'écrire à son homologue amiénois le 4 janvier 1922 pour lui faire part de sa volonté, et je le cite, « Au mois de mai 1918, au plus fort de la tourmente militaire, vous avez évacué sur le château de Blois les magnifiques toiles de Puvis de Chavannes qui décoraient le musée de votre ville et qui avaient déjà subi des détériorations importantes. C'est avec plaisir que nous les avons reçues dans la grande salle des États généraux. Nous les avons donc depuis plus de 3 ans et demi et nous avons fait le nécessaire pour qu'elles fussent préservées de tout accident. Mais la ville aurait besoin de cette grande salle pour les fêtes qu'elle projette. » Cette fois-ci, il semble que le maire de Blois ait gain de cause puisque les toiles repartiront à Amiens peu de temps après. Ce qui est étonnant, c'est que le maire de Blois n'a pas été informé de la préparation au lendemain de la guerre de la grande exposition de 1919, date à laquelle il commençait déjà à réclamer le départ des œuvres du château de Blois, et ce qui expliqua donc le très long délai de mise en dépôt des œuvres du musée amiénois. Pourtant, il aurait pu être prévenu, comme l'avait été le lieutenant Sabaté, qui dès le 14 août 1919 recevait cette missive du ministère des Beaux-Arts, je le cite, « La restitution des objets appartenant au musée de Picardie et qui se trouve au dépôt 2 et Martainville ne peut être opérée actuellement. Cette restitution devra avoir lieu dans les derniers mois de l'année en cours, lorsque les salles du musée, qui servent aujourd'hui à une exposition d'ameublement, seront redevenues disponibles. » Alors que la ville d'Amiens et le département se reconstruisent, le préfet de la Somme a en effet souhaité organiser une grande manifestation pour aider les populations, en leur montrant tout ce dont on peut avoir besoin pour ordonner son intérieur et le remeubler. Le commissariat général de l'exposition prend en charge l'assurance des bâtiments et un appel aux participants est lancé via des bulletins d'abonnement accompagnés du règlement. Un seul exemplaire de cette publication est conservé dans les archives de la préfecture et aucun autre n'a été retrouvé ni aux archives municipales d'Amiens ni dans celles du musée de Picardie. Le comité organisateur était composé de nombreuses personnalités politiques et surtout économiques du département et du pays, car il s'agissait là, vous l'aurez compris, d'une exposition nationale. On retrouve également 9 dames représentant les œuvres de secours et de bienfaisance du département. Et donc ce comité va tenter de mettre en place cette grande manifestation. Le règlement stipule dès son premier article, je cite, « Les exposants devront tenir compte des exigences de notre époque, de façon à assurer aux objets exposés un caractère complet d'utilité, de solidité, de bon marché, d'actualité et de bon goût. » Tous les habitants doivent pouvoir trouver dans cette exposition ce dont ils ont besoin pour remeubler leur maison, d'où le nom sous lequel est connue cette manifestation, le foyer retrouvé. À l'article 3,
le comité exige que seuls les fabricants et négociants français pourront exposer des produits français. Tous ces articles sont répartis en plusieurs catégories, détaillées à l'article 2. Et vous voyez ici un extrait du règlement de l'exposition tel qu'elle avait été imaginée en amont. 4 groupes, j'y reviendrai, répartissent en 15 classes tout ce qu'on imaginait pouvoir exposer. Vous voyez que le groupe 1, lui, se concentre sur le niveau aussi de richesse des maisons. On va de la maison ouvrière, la maison rurale, la maison bourgeoise, mais on n'oublie pas les bâtiments publics. Et on ira normalement jusqu'au détail des rideaux, stores, ustensiles de ménage, porcelaine, cristaux, enfin véritablement tout ce dont on pouvait avoir besoin. Dans ce règlement, aucune mention particulière ne concerne le bâtiment qui accueille l'exposition, si ce n'est qu'elle se déroulera, je cite, dans les vastes locaux et les jardins du musée de Picardie. Le musée est alors considéré comme un simple hall d'exposition. Il est vrai qu'aucun autre édifice en ville ne pouvait servir cette cause. L'ancienne halle au blé, devenue salle des fêtes, était détruite. C'est pourquoi le commissaire général de l'exposition expliqua lors de l'inauguration, je le cite, que cette maison, dès longtemps consacrée aux beaux-arts, que les vicissitudes de la guerre nous ont contraints d'emprunter à l'administration municipale, fut choisie. Initialement prévue pour le mois d'avril 1919, puis mai, l'exposition n'ouvrira ses portes que fin juin et se tiendra jusqu'en novembre 1919. Cependant, avant d'ouvrir, encore fallait-il avoir un lieu propre et sécurisé pour le public, les exposants et leurs marchandises. Or, le bâtiment, touché par une torpille, présentait, si l'on peut dire, quelques faiblesses, ce qui explique sans doute le report de l'ouverture de l'exposition. Et vous avez ici un état du pavillon tel qu'il était encore en 1919. L'ensemble des classes décrites à l'article 2, que nous avons vu juste avant, se répartit, vous l'avez vu, donc en 4 groupes qui correspondent chacun à 4 espaces distincts à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Un espace supplémentaire est même créé ex nihilo pour l'occasion dans le jardin, ce qui permettait d'obtenir la surface d'exposition nécessaire. Nous noterons que ni ce qu'on appelle la chapelle, ni les salles de la Société des antiquaires de Picardie ne semblent avoir été réquisitionnées pour cet événement. Les salles de la SAP n'ayant pas été vidées et étant meublées, elles ne devaient pas pouvoir servir facilement pour ce projet. La dernière page de la brochure explicative offre un plan du musée avec l'implantation des différents halls d'exposition. On retrouve sur ce plan, vous voyez que la rue de la République est tout en bas, la cour d'honneur, les marches du perron, et vous voyez qu'entre le grand salon, les galeries de part et d'autre qui l'entourent, vous avez donc là normalement les groupes 1, groupe 2, le groupe 3 dans le pavillon Maignan et le groupe 4, nous le verrons dans ce bâtiment éphémère construit grosso modo à la place de l'extension actuelle du musée. Alors sur ce plan, vous remarquerez que le pavillon nord-ouest, celui que vous avez vu juste avant, torpillé, apparaît tout de même, mais avec quelques éléments en blanc marquant qu'il n'est pas utilisable. Il est vrai qu'on avait simplement pris le temps de déblayer les gravats et boucher les ouvertures de ce pavillon, comme l'indique Vivien, l'architecte de la ville, dans son rapport du 2 juin 1919, c'est-à-dire quelques jours avant l'ouverture de l'exposition. Je le cite. Il ressort que le service de reconstruction ne doit avoir à liquider que les travaux ci-après. Numéro 3. La dépose et le rangement du parquet endommagé dans le grand salon carré au rez-de-chaussée en vue de l'installation de l'exposition nationale de l'ameublement organisée sous le patronage de Monsieur le Préfet. Numéro 4. Les étaiements et robages de clôture des galeries aboutissant à chaque étage au pavillon torpillé. Numéro 6. La démolition des substructions du pavillon torpillé, le rangement des matériaux utilisables, l'enlèvement des décombres, et enfin, cela va sans dire, tous les travaux d'aménagement particuliers à l'organisation de l'exposition nationale de l'ameublement. Témoignage de ces travaux, cette photographie prise lors de l'inauguration officielle du 13 juillet 1919 et qui est conservée aux archives départementales de la Somme dans le fond du Chaussois, sur laquelle on reconnaît
le président Raymond Poincaré, qui est au centre, président de la République, et qui se tient donc au centre du grand salon, sur le sol duquel on étendit une couche de gravillon afin de dissimuler l'absence du parquet. Le 13 juillet donc 1919, la ville prit des allures de fête et le cortège présidentiel fut acclamé et suivi tout au long de la journée. Arrivé à Amiens dès le matin, le président Poincaré participa à la clôture du congrès des maires des communes libérées de la Somme, qui se tenait alors à Amiens. Il se rendit ensuite à 11h30 au musée de Picardie pour y inaugurer l'exposition de l'ameublement. La cour du musée était alors décorée de trophées militaires donnés à la ville, qu'elle revendra quelques années plus tard à un ferrailleur, ainsi que par un arc de triomphe fait en treillage et orné de drapeaux. Je cite le Progrès de la Somme des 14 et 15 juillet 1919, qui nous donne un peu l'ambiance de l'arrivée du président. Tandis que l'orchestre de l'école de musique joue la Marseillaise, M. Poincaré pénètre dans le grand salon, où l'attend M. Bénard, commissaire général, qu'accompagnent les membres du comité de l'exposition, dont M. Rose, conservateur du musée. Nous pouvons nous faire une idée assez précise de ce à quoi ressemblait l'exposition grâce à 2 séries de photographies qui servirent à éditer des cartes postales et dont 2 séries complètes sont conservées aux archives du diocèse d'Amiens. Je vous propose donc de visiter en quelque sorte l'exposition d'ameublement grâce à ces clichés. Une première série de 10 cartes postales concerne l'exposition au sein du musée de Picardie. Une seconde traite de l'exposition installée autour du cirque municipal. Arrivé rue de la République, le visiteur pénétrait donc dans la cour d'honneur du musée, décorée pour l'occasion, nous l'avons vu, d'une installation éphémère. Sur cet arc en treillage, il pouvait lire le titre de l'exposition, légèrement différent que sur les autres documents vus pour l'instant, puisque l'exposition, officiellement maintenant, s'appelle Exposition nationale de l'ameublement et de l'habitation. En dessous est précisée la période d'ouverture de juin à novembre. 2 pièces d'artillerie souvenir du récent conflit, installées de part et d'autre de l'allée centrale, faisaient en quelque sorte le reste du décor avec les autres pièces installées, elles, le long de la façade. Après avoir gravi les marches du perron et traversé le vestibule, le visiteur pouvait se rendre dans le grand salon, totalement réaménagé en salle de concert. Sur les cimaises, les grands tableaux ont laissé la place à de nombreux plans et vues d'architectes et constructeurs. Ces documents permettaient ainsi d'évoquer la partie habitation de l'exposition sur laquelle nous reviendrons ensuite. À défaut d'admirer les superbes sculptures picardes, ou autres sculptures du musée d'ailleurs, le visiteur trouvait dans la salle des sculptures divers modèles de chauffage et cuisinières. Un peu plus loin, dans le pavillon Maignan, actuel hall d'entrée du musée, 2 rangées de stands se faisaient face. D'un côté, on pouvait découvrir des articles de décoration, papier peint, tentures, glaces et trumeaux, et de l'autre, des ensembles de meubles reconstituant des pièces complètes présentées entre des cimaises garnies de papier peint. Ainsi, tout est fait pour permettre aux visiteurs de se projeter dans ces mises en scène du mobilier et imaginer leur intérieur avec tel ou tel ensemble. Le style de ces meubles est assez simple, on voit que les formes se simplifient énormément, même si la chambre à coucher dans le fond de la carte postale semble être très vaguement d'inspiration Louis XVI. Il faut aussi garder en mémoire qu'un style n'en chasse pas un autre du jour au lendemain, mais que bien souvent divers styles cohabitent pour répondre aussi à la demande, car, je le rappelle, nous ne sommes pas ici dans une manifestation artistique, mais à but économique. Pour terminer la visite du rez-de-chaussée, dirigeons-nous maintenant dans le jardin, à l'arrière du musée, qui fut pour l'occasion couvert d'un gigantesque hangar dit Bessonneau, du nom de son inventeur angevin. Une double rangée de stands présentait là aussi des ensembles de meubles destinés aux pièces de vie. Table de salle à manger, chaises, dessertes, armoires, buffets, secrétaires. Et au milieu de ce hangar trône une des sculptures en pierre du musée qui n'avait pas été déplacée durant la Première Guerre. Vous reconnaîtrez sans doute Angélique et Médor par les frères Adam. L'exposition s'achevait enfin au premier étage, dans les galeries destinées aux collections de peinture. Et si vous vous souvenez du plan que je vous ai montré juste avant, le premier étage n'était pas prévu normalement dans l'exposition.
Mais finalement, il sera en partie utilisé, et les tringles d'accrochage des tableaux, vides de toute œuvre, étaient dissimulés par une série de stands élégants, du même modèle à peu près que ceux du pavillon Maignan. Là encore, buffets, chaises, coiffeuses, vaisseliers, bureaux et lits étaient présentés aux visiteurs. Les noms des fabricants sont hélas rarement lisibles au sommet des stands, mais chaque entreprise semblait avoir un espace relativement vaste pour exposer divers modèles issus de ses ateliers. Seuls sur les photographies que nous avons, les noms de Savary et de La Fresnay apparaissent nettement sur un stand du premier étage, à côté d'un grand vitrail représentant une scène de promenade sur les rives d'un lac. C'est la carte postale que vous voyez en bas à droite du diaporama. La société Savary-Fresnay de Levallois-Perret était pourtant connue dans le domaine uniquement de l'aviation, mais il se peut que son atelier de menuiserie ait produit du mobilier après-guerre pour répondre à la forte demande. Les stands du premier étage étaient aussi, vous voyez, décorés, et un faux plafond de toile blanche permettait d'imaginer véritablement à quoi pouvait ressembler un intérieur meublé avec tel ou tel meuble. Tout était donc fait pour que le visiteur et ou l'acheteur puisse se projeter dans un intérieur domestique. Le 13 juillet 1919, jour donc de l'inauguration officielle, le président de la République quitte le musée vers midi pour se rendre sur la place Longueville, sur laquelle se tenait la seconde partie de l'exposition consacrée à l'habitat. Un village picard avait été érigé, une multitude en réalité de constructions en bois ornaient ainsi les abords du cirque. Il s'agissait là du pendant de ce que l'on pouvait voir au musée. Je cite à nouveau le Progrès de la Somme. « M. Poincaré inaugure vraiment le village picard, puisqu'avant lui les visiteurs n'ont pas encore été admis à y pénétrer. » À l'entrée, mademoiselle Simone de la Rue-Bénard lui remet une gerbe de fleurs et le président le remercie en lui attachant au poignet un bracelet-montre. Ce village picard, qui n'a de picard que le nom en vérité, sans doute là aussi pour séduire le visiteur, est lui aussi connu grâce à la seconde série de cartes postales éditée également par le photographe amiénois Léon Caron. Poursuivons donc la visite de cette seconde partie de l'exposition du foyer retrouvé. Une installation monumentale, vous le voyez, encommandait l'entrée sur le même principe que l'arc de la cour du musée, mais en plus développé ici. Il est difficile d'estimer le nombre de constructions présentées dans cette zone, car les sources sont muettes sur ce point, et les documents préparatoires de l'événement aussi. Mais au regard des clichés connus, on peut dénombrer environ une quinzaine de structures érigées aux abords du cirque. Vous avez ici deux autres vues un petit peu générales de l'installation de cette partie de l'exposition. Toujours est-il que le village, comme il est présenté, est composé d'un baraquement à usage de mairie provisoire, c'est la photo que vous avez en bas à droite, d'un bureau de poste en haut à droite, qui aurait aussi pu servir de maison individuelle, mais aussi d'une guinguette où l'on peut se rafraîchir pendant la visite. Également, divers modèles de maisons vont être présentés, type chalet, maison coloniale ou encore d'inspiration rurale. C'est ce que vous avez ici, et on retrouve quelques noms de constructeurs, même si les sources que je vous disais sont assez muettes. En observant bien les photos, on peut retrouver les noms par exemple de la maison Cardinal, anciennement Borel à Amiens, les établissements BRB à Damary-Lélis qui proposent, je lis leur publicité, les bâtiments rapides brevetés, donc BRB, présentant tous les avantages des meilleures constructions en maçonnerie solide. Montage et démontage dans le minimum de temps et avec le minimum de main-d'œuvre. Enfin, la maison Bessonneau d'Angers, qui avait déjà été évoquée pour le hangar de la cour du musée, et qui était alors connue pour avoir créé immédiatement après la guerre un baraquement en bois présentant une isolation par lame d'air, comprise entre la paroi extérieure en bois peint et un lattis couvert de plâtre formant la paroi intérieure. Et Bessonneau, c'est celui qui a érigé le baraquement que vous avez en bas à gauche sur le diaporama. La maison Bessonneau pouvait expédier par train ces baraquements et envoyer même un ouvrier monteur qui était envoyé gratuitement pour superviser le montage des maisons.
Enfin, cette entreprise avait même créé un baraquement de chapelle, mais nous n'en avons pas trace à Amiens sur les cartes postales du moins. Enfin, des médailles furent remises à certains exposants, comme en témoigne ce rare exemplaire passé en vente publique en 2024 à Bordeaux. De très nombreux articles de journaux relatèrent la visite présidentielle à Amiens. Les presses locales et nationales publièrent des articles reprenant presque à chaque fois le déroulé de la visite et en mentionnant toujours l'exposition qui se tenait au musée. Le succès populaire fut au rendez-vous. Ce que l'on ne sait pas pour autant, c'est si l'exposition fut couronnée du succès économique escompté. Toutefois, les conditions avaient été réunies pour que les visiteurs, sinistrés ou non, puissent découvrir tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour se réinstaller, même provisoirement, dans leur foyer retrouvé. Une fois l'exposition nationale de l'ameublement terminée, les travaux de restauration reprirent au musée de Picardie et les œuvres purent enfin revenir à Amiens. Leur retour s'échelonna jusqu'en août 1920 et même, nous l'avons vu, 1922 pour l'étoile de Puvis-de-Chavannes. L'initiative du préfet de la Somme, quant à elle, semble être unique en France. Si l'organisation en elle-même ne révolutionne pas ce type de manifestation, c'est le contexte particulier dans lequel cette exposition s'inscrit qui en fait un élément majeur de l'histoire amiénoise et nationale au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alliant ameublement, équipement de la maison et construction elle-même, cette exposition, dite donc du foyer retrouvé, formait également une lueur d'espoir pour ceux qui avaient tout perdu quelque temps auparavant et fut en quelque sorte la première grande manifestation festive de l'après-guerre à Amiens. Et je conclue en vous montrant ce pauvre sinistré à Villois qui est assis sur sa toiture et on comprend bien qu'il avait besoin de tout retrouver pour se réinstaller. Je vous remercie. Merci Romain et bravo pour ta précision quasi à la seconde près pour ce qui est de la gestion du temps. Alors je ne sais pas exactement comment vous prévoyez d'organiser les questions, parce que j'ai l'impression que le sujet est un peu... Comme Romain doit partir, je crois, après... On fait les questions tout de suite pour Romain, très bien. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y a un micro ici. Des questions? Oui, monsieur. Si, parce que pour la captation, ça sera plus pratique pour entendre notre question. Merci, bonjour. Je ne suis pas spécialiste des questions que vous venez d'exposer. Quand vous utilisez le terme baraquement, il a une autre connotation, j'imagine, aujourd'hui. Et est-ce qu'on doit comprendre, derrière le mot baraquement, architecture légère, mais qui peut durer? Parce que j'imagine que les habitations qui étaient devant le cirque, là, en termes d'exposition, une fois qu'elles ont été construites, elles ont duré des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas comme un Algeco maintenant qui est très peu, solide. Alors, en réalité, effectivement, on parle de baraque. On reprendra le même terme après la Seconde Guerre, d'ailleurs. On va parler de baraque américaine, par exemple, pour ce qui sera livré, qui est un autre sujet, mais pour ce qui sera livré depuis les États-Unis. Effectivement, on va utiliser ces baraquements ou ces maisons provisoires, si vous préférez, pendant très longtemps, et on en trouve encore dans l'Aisne, il y en a encore, des modèles Adrian, par exemple, ou d'autres. Mais pour ce qui concerne ce qui a été installé à Amiens, pour répondre à votre question, je n'ai pas connaissance qu'elles aient été conservées autour du cirque. C'est vraiment dans le cadre de l'exposition. Après qu'elles aient été réutilisées ailleurs, sans doute, voilà, mais effectivement, ça reste de l'éphémère. On sait que le provisoire peut durer, et on sait que pour les sinistrés, le provisoire a pu durer longtemps, parfois. Bonjour, moi j'avais juste une petite question pour l'ameublement. Qu'en est-il actuellement? Reste-t-il des traces de cet ameublement? Alors, ce qui est intéressant de voir, je vous ai montré dans le règlement initial, c'est que tout était détaillé
de façon très précise. On espérait en tout cas pouvoir exposer énormément de choses. Ce qui m'interroge tout de même, c'est que le reportage photographique qui est quand même assez précis. Alors, Léon Caron a sans doute fait plus de photographies qu'il n'a publié ensuite, éditées en carte postale, mais finalement, on ne voit sur ces cartes postales que des meubles. On ne va pas voir, par exemple, de la vaisselle, les appareils de ménage, etc. Donc ça, déjà, entre le document préparatoire de l'exposition et ce qui a réellement été exposé, je pense qu'il y a une différence forte. Sur le mobilier en tant que tel, si je comprends bien ta question, ce qu'il est devenu, les traces que l'on en a, aujourd'hui je n'en sais rien, tout simplement parce qu'on n'a pas les noms des entreprises non plus. En dehors de celles que je vous ai citées, on n'arrive pas à les lire sur les cartes postales, et les archives, le dossier de préparation de l'exposition ne renferme aucun nom d'entreprise qui a finalement été exposé, malheureusement. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une petite remarque en forme de question. On a donc vu hier que lors de l'exposition universelle de 1937, on avait reconstitué un intérieur Picard. Là, on a, du moins dans le règlement qu'on a sous les yeux, la volonté de la reconstitution d'un intérieur Picard. Donc il est quand même assez intéressant et significatif de constater que d'une borne à l'autre de notre chronologie du jour, on s'évertue à ça. En 1937, visiblement, on avait quand même fait un effort pour que c'est l'air vaguement Picard, en reprenant le principe de la traite, de l'horloge, etc. Là, tu nous dis que le village Picard n'a de Picard que le nom, mais est-ce qu'on a des précisions s'il y a une sorte de volonté de style régional, et surtout, bon, alors je pense que la réponse sera non, vu ce que tu viens de nous dire, a-t-on une idée de la proportion des Picards qui ont pu participer à l'exposition? Alors c'est effectivement une question que j'espère un jour pouvoir y répondre, mais malheureusement aujourd'hui on n'arrive pas à savoir la proportion par exemple d'entreprises picardes. Cette volonté, je pense, d'utiliser ce mot Picard, ce village Picard qu'on souhaitait reconstituer et dont on n'a pas de photo finalement, me laisse penser plutôt qu'on essaye d'ancrer sur le territoire aussi et de séduire le public. Je disais, c'est une manifestation avant tout à but économique, et donc il faut attirer le chaland quand même. Merci. Je crois qu'il y a un aspect psychologique très fort dans cette histoire. C'est le bouleversement, le traumatisme qui a été vécu par des populations qui ont tout perdu sur des secteurs immenses. On est 6 mois après la fin de la guerre, à peine un an après les bombardements d'Amiens, et il y a un côté rassurant en dénommant village Picard, ce qui n'a rien de Picard en réalité, de faire imaginer aux gens qu'ils vont retrouver ce qu'ils ont perdu véritablement. Et hier, on l'a évoqué avec l'aspect régionalisme, hein, qui est une teinture légère de régionalisme tout compte fait, mais qui est cette volonté de retrouver l'ambiance de ce qui a été perdu entre 14 et 18. Il y a une question qu'on a du mal à saisir dans les débats qu'on a eus hier et puis aujourd'hui, c'est quelle a été la réception de cette architecture novatrice chez les contemporains. Est-ce qu'ils y ont trouvé leur compte? Est-ce qu'ils ont aimé ça? Est-ce qu'ils s'y sont trouvés bien? C'est difficile de cerner par les archives ce type de sentiment et qui est, moi je crois, dans le foyer retrouvé, déjà rien que par le nom, cette volonté vraiment de retrouver ce cocon familial, certes inconfortable d'avant-guerre de 14, parce qu'il ne faut pas rêver, les choses qui ont été perdues n'étaient pas d'un grand confort, mais voilà, ça c'est des aspects qui doivent, je pense, entrer en ligne de compte dans nos études d'historien de l'art et d'historien également. Tu as tout à fait raison, je pense que
la volonté des termes, enfin le choix des termes est loin d'être anodin. La volonté de présenter aussi ces ensembles de pièces reconstituées, finalement. On n'a pas aligné X chaises ou X tables de salle à manger, mais on se projette vraiment, finalement. Et là, quand je disais pour séduire le client, oui, et pour le rassurer, finalement. Après, dans les articles de presse, on sait que c'est un succès populaire, mais ça s'arrête là. La réception en elle-même, si ça leur a plu réellement, et aussi s'il y a eu des achats suite à ça. Le succès économique, on n'en a aucune trace, malheureusement. Voilà. Et quand tu as retrouvé des éléments de ce genre, Emmaüs, l'escale à Albert, et vous retrouvez à peu près ce qui était exposé en 1919. S'il n'y a plus de questions, je remercie à nouveau Romain Zécher et j'appelle Rémi Bocquet pour la suite du programme.